Où nous nous trouvons là exactement? Là, on est dans la nurserie de la ferme aux crocos. Donc on est à l'intérieur d'une partie qui est interdite au public. Ouais, c'est ça, on est dans les coulisses là. Alors, coulisses, pas encore tout à fait coulisses, puisque on se le garde pour plus tard. D'accord. Mais on est dans la partie côté animalier de la nurserie, donc qui est visible au public, mais qui n'est pas accessible. Et donc on a tous les bébés crocos. Donc attention les doigts, mais des jeunes crocodiles nains, donc de 2014. Ouais, parce que rien qu'à cette taille-là, déjà, à Ça mon fait avis, mal. au niveau de Ouais. la mâchoire, Ouais, parce que ça ça a fait quand même des têtes qui font la taille d'une main, quoi. Ouais, ils ont très vite beaucoup de force dans la mâchoire, ces animaux. En plus, cette espèce-là en particulier a un crâne très trapu. C'est des gros mangeurs d'invertébrés, de type crustacés, crabes. Ah, carrément? Ouais, des mille pattes aussi. Il y a une étude qui a été faite qui montre que dans la nature, les jeunes comme ça, de cette espèce, mangent à 80% des mille pattes. Scolopendre et mille pattes. Ah, c'est marrant, j'aurais pas Et cru justement. beaucoup de crabes et un tout petit peu de petits poissons et de rongeurs. Faut toujours aller gratter comment ça se passe dans la nature. On apprend toujours comment s'occuper de nos bêtes. Et donc ils ont effectivement une mâchoire qui est assez puissante déjà pour casser les petites carapaces, les petites coquilles des escargots ou des... c'est la mode maintenant d'élever des acatines, les gros escargots géants africains. Voilà. C'est une des proies favorites du crocodile nain d'Afrique. En plus, ça se reproduit à une vitesse, les Voilà, escargots. il y en a partout en Afrique. Au Bénin, moi, on les ramassait pour les manger, mais on ramassait aussi des crocodiles nains qui, eux, mangeaient des escargots aussi. D'accord. Ouais. Allez voir juste après, on a les bébés crocodiles du Nil de cette année. Donc là, bien sûr, c'est pas du tout le même format, c'est des tout petits crocodiles. Putain, ils sont déjà tout achetés, ils ont quand même des dessins, enfin c'est... Ouais, quand ils naissent, les bébés crocos en fait ont tendance à naître très colorés, avec beaucoup de taches et d'alternance de couleurs claires et sombres. C'est les taches de lumière dans la nature. Quand ils sont entre l'ombre et le soleil, on les voit pas très bien, on distingue mal. Et plus ils grossissent, plus ils deviennent unis. Il y a quelques espèces qui gardent des jolis dessins en grandissant, mais c'est vrai que les crocos, la plupart d'une manière générale, adultes, ternes. sont des animaux qui sont relativement ternes. Il n'y a pas de couleur extraordinaire. On a le crocodile de Cuba, alors il n'y en a pas ici, mais qui est vraiment jaune fluo avec des points noirs, même adulte. Et le Tomistoma, donc le faux gavial de Malaisie, qui garde un brun rouge un peu, qui est très beau, avec des grosses taches noires. Et ça, il les garde vraiment même en étant adulte. D'accord. À part ça, c'est vrai que c'est des animaux qui sont assez ternes. Même 2 ans après, ça commence à s'estomper. Ils sont encore très jeunes, mais ça commence à s'estomper. Et si tu regardes même sur les pattes, il y a des petits points là, sur chaque écaille. Donc partout, sur chaque écaille du corps et même sur la mâchoire, ils ont des petits capteurs sensoriels qui sont uniques dans le règne animal puisqu'ils ont une double fonction. Le même capteur a une fonction mécanique, il sent les vibrations dans l'eau. Ouais. Donc le déplacement d'une proie ou d'un congénère dans l'eau. Sur la peau comme ça. Sur la peau. Et aussi chimique, il est capable d'analyser ce qu'il y a dans l'eau. On parle souvent des requins et leur odorat super avec le sang et tout. Les crocos, la peau des crocos a aussi des petites terminaisons nerveuses qui arrivent à savoir qu'est-ce qui se passe dans l'eau, même dans le noir total. S'ils sentent quelque chose tomber dans l'eau, ils savent où c'est tombé et ce que c'est, rien qu'avec les capteurs qu'ils ont sur la peau. D'accord. Voilà, sinon des petites particularités. Il y a 5 doigts aux pattes avant. Ouais. Donc 3 doigts sont griffus et les 2 autres n'ont pas de griffes. C'est normal, ils sont faits comme ça. Et les pattes arrière n'ont que 4 doigts. Avec les 3 premiers doigts griffus aussi, le dernier n'a pas de griffes. Et c'est les pattes arrière qui sont palmées. Les pattes arrière sont palmées, elles servent de gouvernail, et le propulseur, c'est la queue, qui est aplatie dorso-ventralement, ce qui permet au croco de se propulser en avant. Donc les pattes avant, il les plaque contre son corps, il pousse avec sa queue, et il tourne et il vire de gauche à droite avec ses pattes.
Donc c'est vraiment fait pour vivre dans l'eau. Concernant les yeux, les pupilles sont bien verticales chez les crocos. Des animaux nocturnes, la nuit, la pupille s'ouvre pour laisser rentrer un maximum de lumière. Et ils ont au fond de l'œil un système qui réfléchit la lumière, ce qui leur permet d'optimiser et de se servir de toute la lumière qui rentre pour voir. Donc ils ont une très bonne vision nocturne, ce qui fait que quand on les cherche de nuit avec une lampe, on voit les yeux qui brillent. Et en plus de ça, ils ont une troisième paupière. Donc bien sûr, il y a celle du bas et celle du haut comme chez nous. Mais pour pouvoir continuer à voir ce qui se passe sous l'eau quand ils sont en plongée, si je lui fais fermer son œil, quand elle le rouvre, on voit la troisième paupière qui se ferme d'avant vers l'arrière. Donc au moment où elle va, je dis elle, c'est une femelle, réouvrir son œil, on voit la troisième paupière qui revient vers devant. Allez, regardez bien. Hop. Excellent. Ouais, donc j'espère que ça s'est bien vu. Après, ils le font. Ouais, nickel, t'inquiète pas. Voilà, donc tout est fait pour se fermer. Les oreilles sont là. Alors, elles commencent juste derrière l'œil, mais elles viennent jusque là. Hein. Ah bon? Les crocodiles ont une très très bonne ouïe. Ils entendent extrêmement bien. Et il y a un clapet sur l'oreille qui lui permet de fermer son oreille pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre dedans pendant la plongée. Idem pour les narines. Les narines peuvent se fermer complètement pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre. Putain, mais en fait, le truc, il devient étanche, quoi. C'est exactement ça. Il n'y avait pas aussi à l'intérieur de la bouche? On peut même pousser un peu le truc, parce que si elle veut bien ouvrir la bouche... Allez, garde ouvert, garde ouvert. Donc si on filme là, si on regarde dans la bouche, je vais juste tirer un petit peu, voilà. On voit qu'il n'y a pas de gorge, il n'y a pas de trou. Ouais. En fait, la langue remonte en clapet vers le haut. C'est la langue qui fait ça? Ils peuvent pas tirer la langue, mais par contre, ils peuvent fermer leur gorge avec leur langue, ce qui leur permet d'attraper une proie sous l'eau sans qu'il y ait d'eau qui rentre dans l'estomac ou dans les poumons. Et ils peuvent s'en servir même pour noyer la proie sous l'eau. Voilà, ils attrapent leur proie, ils l'amènent sous l'eau, ils font ce qu'ils veulent avec. Par contre, pour déglutir, pour avaler le morceau qu'ils auront piqué sur la proie, ils doivent sortir la tête de l'eau. D'accord. Sinon, ils boivent la tasse. À quel point c'est souple un croco? Quand même. Ah oui, quand même, ouais. Et je lui ai pas fait mal, j'ai pas forcé du tout. Ah, par contre, tu fais pas ça. Mais la longueur de cou est plus courte et c'est vrai que c'est quand même plus facile à manipuler. C'est des animaux, bon, bien sûr, qui n'aiment pas être manipulés, hein, les reptiles. Oui, sont mais pas ça, c'est les reptiles, voilà. Après, ils s'habituent en fait assez bien à notre présence. Et ce qui fait que sur des gros individus comme les parents de ceux-là, hein, qui ont 25 ans et qui sont là depuis plus de 20 ans, on arrive à ne plus avoir à les manipuler. Hein. Quand il faut qu'ils se déplacent, on arrive à leur faire comprendre très facilement qu'il faut qu'ils se déplacent. Oui. Il y en a même qu'on arrive à faire venir, donc s'il faut vraiment les capturer pour un transfert ou quoi. Donc c'est bien sûr qu'ils n'aiment pas ça. Mais c'est toujours... Alors après, il y a aussi des différences entre espèces. Hein. Les alligators supportent mieux ça quand ils sont bien habitués, alors que les crocodiles, certains crocodiles, le crocodile du Nil, même avec beaucoup de temps passé, à part perdre un morceau à la fin, tu risques pas... Enfin, d'accord, pas énormément de résultats. Ça dépend aussi donc des espèces. Alors là... Ben voilà, on a fait un peu le tour à quoi ressemble un croco de près. Hein. Et maintenant, la pauvre, je vais la remettre avec ses petites sœurs là-bas. Elle va pouvoir commencer sa journée tranquille, aller se chauffer et se reposer. Voilà, bien travaillé. On va la laisser tranquille et elle pourra manger. Allez, c'est parti, je la repose. Voilà un petit croco qui est né cette année. Donc on en fait naître très peu parce que le souci, hein, c'est que... Il faut les refourguer, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut trouver des parcs qui soient prêts à les accueillir. Et comme ça devient des grosses bêtes, en général, ce qui se passe, c'est qu'en parc zoologique, il y a 3 ou 4 crocodiles qui ont un enclos. Ils deviennent grands et puis voilà, ça suffit. Hein, à moins de trouver... Alors, si on faisait naître tout ce qu'on pouvait, on a un potentiel, je parle bien de potentiel, hein. On a un potentiel de quasiment 1000 naissances par an. Oh la vache, c'est ce qui est possible de faire dans ce parc. Si on récupérait tous les œufs et qu'on incubait tous les œufs, et voilà. Donc nous, on trie, on en fait naître très peu pour pouvoir présenter des bébés bien sûr au public et pour être sûr d'avoir un nombre qui va être
Tout va bien se passer pour voilà, eux. qu'on est sûr de pouvoir replacer en parc zoologique. Après, Voilà. on a des contacts partout dans le monde, donc on a des grandes chances de pouvoir les replacer, sachant qu'ils peuvent même rester 1 an ou 2 ici avant d'être replacés, c'est pas un problème. Bien sûr. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas naître énormément de crocodiles du Nil, bien sûr, parce que les d'autres espèces sont beaucoup plus intéressantes. Et voilà, donc cette année, on en a fait naître 4 en incubateur. Oui. Et on a eu la surprise en nettoyant une plage de voir qu'il y avait une naissance naturelle dans les enclos. ça a augmenté le nombre. Donc on en a eu 5. Une naissance naturelle. Donc en fait, les conditions sont vraiment comme dans la nature, même sans avoir forcément d'incubateur, ça a fonctionné. On n'a pas le taux de réussite de la nature, mais effectivement, en tout cas cette année, on a eu la bonne surprise de voir un bébé qui est né dans l'enclos. Par incubation naturelle, ouais, quoi. Exactement. Voilà, une toute petite crevette qui dans 25 ans pourra mesurer 4,50 m si c'est un mâle. D'accord. Et vivre jusqu'à à peu près… Plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Ah oui, d'accord. Alors celui-là, on sera mort, il sera encore là, lui. Ah, ouais. Celui-là, je pense, qui nous enterrera. Où nous nous trouvons ici? On est dans la salle d'incubation, donc on l'appelle l'écloserie. C'est là où on va incuber tous les œufs qu'on peut avoir à la ferme, notamment les œufs de crocodile du Nil, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étagères. Et là actuellement, donc à cette période de l'année, il ne nous reste plus qu'une ponte de crocodile du Nil et on va essayer de faire naître des mâles, puisqu'on s'est rendu compte que toutes les dernières années, là, on a fait naître que des femelles. Donc là, on a chauffé un peu plus pour faire naître des mâles. D'accord, donc on règle la température en fonction du sexe choisi. Ouais, c'est ça. En fait, chez les crocos… Si on chauffe plus, on a des mâles. Si on chauffe moins, on a des femelles. Ouais. Si on chauffe entre les deux à la même température, température, on a les deux. On peut avoir un peu des deux. Ouais, et si on chauffe trop, on perd en taux de réussite. Voilà, on va avoir moins d'éclosion, mais par contre, on retombe sur des femelles. Ah bon? Au-delà de 34,5, 35 Donc, tu degrés, as une perte dans la ponte? C'est trop chaud, on cuit certains œufs, et ils ne survivent pas. Mais le peu qui va survivre, on revient sur des femelles. Donc en fait, les femelles, c'est pas température basse, c'est température extrême. Extrême dans le bas ou extrême dans le chaud. Et c'est des choses à savoir parce que c'est vrai que je ne savais pas. Putain, j'en apprends ici. Donc voilà, donc classiquement, on se fait un incubateur pour avoir des femelles, un incubateur pour avoir des mâles. D'accord. Et là, c'est du HP. C'est HP Terra. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent connaître HP Terra, du coup, parce qu'il y a beaucoup de vous qui sommes déjà dans la terrario. Donc, HP Terra, c'est une marque qui fait des terrariums, qui fait des racks d'élevage, même qui fait plein de structures comme ça sur mesure. Et en fin de compte, ils font aussi des incubateurs pour la ferme au crocodile. Oui, c'est ça. En fait, ils font énormément de matériel sur mesure. Et c'est tout l'intérêt qu'on leur a trouvé. C'est qu'on pouvait leur demander des choses vraiment à notre dimension, à notre taille. Et bon, c'est sûr qu'on les a, les petits incubateurs noirs qu'on peut acheter dans le commerce. Oui, là. bien sûr, oui. Mais quand on a une ponte de crocodile du Nil avec 45 œufs… Ça commence à faire. Il faut savoir que dans le bassin, il y a plus de 300 femelles. Donc, qui peuvent potentiellement pondre entre 30 et 60 œufs par an. Ouais, donc faites le calcul. Heureusement, on récupère même pas tout, mais il faut qu'on puisse… Parce que là, comment ils sont foutus? Alors, on voit qu'il y a des trous. On peut ouvrir celui-là. On remarque s'il est éteint. Il y a de la condensation, puisqu'il a été éteint, donc la température est tombée, ça a condensé. Donc, en haut, on a toute la partie technique qui est contenue là-dedans, avec des ventilos. Donc, il y a les petites pour bien brasser, je suppose l'air pour que la chaleur soit uniforme. Et soit uniforme de haut en bas. D'accord. On a des thermoplongeurs dans un bac d'eau en bas. Pour créer l'hygrométrie, pour que ça puisse faire l'hygrométrie dans l'air. Donc le pourcentage d'humidité, je suppose qu'il est très proche du 100%. Oui, c'est ça. C'est même 100%. Entre 90 et 100%. D'accord. Il faut que ce soit très humide. Le petit thermostat, bien sûr, qui est là. Et après, des petites choses qui ont été adaptées exprès pour nous. Quand on a une ponte, on la récupère dans un seau ou dans un petit bac, là, avec du sable et tout. On va nettoyer les œufs sans les tourner. Chez les crocos, on ne tourne jamais un œuf. Comme chez tous les reptiles. Voilà, donc, on ne tourne pas les œufs parce qu'on perd ce qu'il y a dedans, tout simplement, je crois. Et du coup, on a chaque tiroir peut se retirer. On peut aller travailler sur la table. On pose nos œufs, on revient, on remet le tiroir.
D'accord. Ça, c'est du confort de travail. Mais bon, c'est clair que c'est du beau matériel. Alors j'ai vu qu'il y avait carrément les trous, comme ça on pose directement l'œuf et il est fixé. Ouais, en fait, il est bien posé. on a même poussé le vis un peu plus loin. On lui a donné un œuf vide de crocodile du Nil. Et il nous a fait les encoches qui correspondent aux œufs de cette donc espèce. HP Terra a fait vraiment les incubateurs sur mesure, spécialement pour la ferme au crocodile. Ouais, nous, on lui a juste fourni les portes. Et à partir des portes, puisqu'on les avait déjà, on a fait un peu de récup, à partir des portes, il nous a fait tout le reste. Ah, c'est marrant ça. Donc, il n'y avait que les portes. Ouais, et en plus, les portes qui est. Putain, c'est du double vitrage en plus. C'est des fenêtres alu en double vitrage, tout simplement. Et donc il y a le petit éclairage pour que les visiteurs, elles sont vitrées des deux côtés pour que les visiteurs Ah oui, puissent quand voir on passe dans le couloir, c'est vrai qu'on peut voir les œufs en incubation en passant, avec justement la pièce d'à côté qui se trouve ici, avec directement tout le cycle en fait, avec les tailles différentes des petits. On a tout le suivi là. Du groupe adulte, en plus dans le sens de la visite, le lieu où les femelles pondent est juste avant d'arriver ici. Donc le lieu où elles pondent, les œufs, les bébés de cette année et les bébés un peu plus vieux après. D'accord. Donc en fait, les gens comprennent un peu le cycle de reproduction du crocodile ici. Et bien sûr, on peut incuber d'autres œufs. De tout, on a fait naître, alors rien d'extraordinaire cette année, mais on a fait naître quelques petits dragons d'eau et des pogonas, des petites tortues, des sulcatas, on peut tout faire naître là-dedans, c'est des incubateurs classiques. Mais ils sont adaptés. Ils sont quand même adaptés à la ferme au croco. D'ailleurs, on a fait une commande, juste en passant pour l'anecdote, de plaques avec des trous bien ronds pour les œufs de sulcata, qui sont comme des grosses balles de ping-pong. Comme ça, on n'a plus qu'à changer le tiroir. On n'a plus qu'à changer l'étagère pour que, en fonction de l'espèce qu'on incube. D'accord. Alors là, nous sommes dans un terrarium avec un peu, c'est des iguanes. Ouais, c'est ça, c'est un terrarium thématique Amérique du Sud. Donc on a une tortue à carapace molle, attention à toi, parce qu'elle a de la détente. Ah d'accord. Ouais, c'est des animaux qui sont des grands carnivores. Elle, pour te donner une idée, elle mange des rats adultes, entiers. Ah quand même. Ouais. Donc c'est pas une tortue qui rigole. On pense souvent aux tortues alligators ou aux tortues serpentines, mais non. Oui, il n'y a pas que celle-là, quoi. Il y en a d'autres. Et elles ont un cou très très long. C'est génial. Les gens en plus ne connaissent pas du tout ces espèces-là. Pour eux, la tortue, c'est un truc. Attention ta main. Un truc très tranquille qui a une belle carapace sur le dos. Donc quand ils voient ça, ils hésitent même à se dire est-ce que c'est vraiment une tortue. Tortue à carapace molle, la carapace. Puis elle est venue de suite, donc elle cherche vraiment la bouffe là. Elle cherche la nourriture, elle n'hésite pas. C'est vraiment des grosses mangeuses. Et on a donc un groupe de lézards sud-américains avec les iguanes rhinocéros. On peut s'approcher si tu veux. Alors ça, magnifique. Alors c'est une espèce qui est donc sous CDC en France. C'est de l'annexe 1, donc on ne peut pas en avoir librement. Faut être capacitaire, voilà. Voilà, c'est pas dangereux. Alors c'est vrai qu'on l'a pas précisé pour les crocos, mais c'est quelque chose d'assez évident. Les crocos non seulement sont tous annexés à la CITES et en plus sont dangereux. Un iguane rhinocéros c'est pas considéré comme dangereux, mais c'est très rare. Ça ne vit que sur quelques petites îles. C'est des espèces qui sont protégées autour de Haïti et qui sont bien sûr protégées. Par contre, au sol, on a des iguanes verts et un téju d'Argentine qui eux sont en vente libre. Et pourtant qui font quand même adultes qui sont des très grosses bêtes et ça doit toujours être réfléchi parce que pour vous donner une idée, là dans cet enclos, si on a 4 iguanes verts, c'est 4 abandons. Les gens qui les avaient achetés petits à l'animalerie. Ah ouais, vous récupérez vraiment. Quand l'animal est un peu trop gros, on nous appelle, j'en veux plus, il mord, il me met des coups de queue, il me griffe, c'est un iguane quoi, t'as acheté un iguane. Achète-toi un chinchilla la prochaine fois quoi. On est sur une bête adulte là, c'est un mâle?
Ouais, c'est un mâle adulte, la femelle est à côté. Alors la femelle est beaucoup plus speed. Elle est arrivée plus récemment. Et on est sur un mâle adulte. Voilà, c'est des animaux qui supportent bien d'être touchés. Il faut savoir que contrairement à ce qu'on peut imaginer, quand un iguane fait ça, c'est pas du confort. Souvent les gens pensent oui. Il aime bien, il monte son cou. Il est crispé. Et en fait, plutôt... il est crispé, il se dresse sur ses pattes pour avoir l'air plus gros. Hein, c'est un comportement de défense, dire t'as vu, je suis gros, viens pas m'embêter. Voilà, fous-moi la paix, tu m'emmerdes. Mais attention, il y a aussi le comportement inverse où l'animal est complètement détendu. Et au contraire, on sent bien que quand on commence à lui enlever les petits bouts de mue, les choses qui peuvent le gêner, surtout au niveau des doigts ou quoi, il y a un moment où ils sentent bien que c'est pas forcément négatif. Cet animal-là n'aime pas spécialement, et d'autant plus que faut savoir qu'ils nous reconnaissent aussi, les iguanes. Hein, on parlait de ça chez les crocos, mais les iguanes aussi reconnaissent très bien les soigneurs. Et moi j'ai le mauvais rôle dans l'histoire, c'est moi qui à chaque fois m'occupe des transferts, de les attraper, de les embêter. Ah d'accord. Donc ils retiennent très bien. Et, celui qui fait chier, celui qui nourrit. C'est ça. Alors que quand notre soigneuse Émilie elle vient et il sait que ça va être pour avoir des papouilles et avoir à manger, il n'a pas du tout le même comportement. Il ferme les yeux, il se dresse pas forcément, il est beaucoup plus détendu. Voilà, et les autres, alors les iguanes verts comme ça, récupérés, sont des animaux qui en général ont pas eu des conditions super d'élevage et qui sont assez durs à récupérer, dans le sens où on a du mal à s'approcher. Encore une fois, c'est pas notre but ici, puisqu'on va les présenter dans un très grand enclos, qui soit un peu sauvage, au contraire, c'est pas gênant du tout. Mais il faut savoir qu'un iguane, si on n'y passe pas un peu de temps, c'est un animal qui a aucun intérêt et qui n'aime pas être touché, hein, comme aucun reptile. J'insiste sur ces points-là parce que moi je vois tout ce qui nous arrive. Il faut savoir que les iguanes, c'est assez régulier, les serpents des blés, les pitons royaux, c'est très régulier, hein, les abandons. Et le pire du pire, j'en parle ici parce qu'on est venu à parler de ça, mais c'est les tortues de Floride. Hein. Il faut savoir qu'à la ferme au Croco en été, on récupère entre 1 et 10 tortues de Floride tous les jours. Non. Si. Encore, même à l'heure actuelle, là maintenant. Encore, ouais. Donc on fait office de refuge. Et partout en fait, ces tortues après on les garde, on garde tout. On a un immense bassin où on les élève tout ensemble. Voilà, après c'est sûr qu'on n'a pas un suivi individuel. Hein, non mais bien sûr, c'est pas possible. Il faut savoir que les abandons de reptiles sont encore très fréquents. Alors évidemment, le gars qui s'est acheté son varan à Canturus, il va pas l'abandonner comme ça, même si j'en ai déjà récupéré un ici, hein, avec le terrarium, parce que là, le varan donné déjà un peu plus cher. C'est des animaux qui valent un peu plus cher, qui intéressent des gens qui ont déjà un peu de connaissances, mais surtout quand on débute, il y a un gros manque de pédagogie sur ne pas commencer avec un iguane vert. Ou un téju d'Argentine, quoi. Parce que il suffit de se faire mordre une fois pour en avoir peur. Ou pire que ce soit le gamin qui se fasse mordre. Enfin, ça peut vite partir dans des. Donc voilà, c'est pour ça on a des animaux. Le téju qui est là, c'est un abandon aussi. Bon bah nickel. Alors d'un point de vue technique aussi, un enclos comme ça, c'est une rampe UV Arcadia. Hein, on a parlé des incubateurs HP Terra. Alors Arcadia, ça a une super bonne réputation. Ouais, on entend souvent parler. Les Arcadia, les néons Arcadia en T5, là, sont des néons UV qui sont. Alors ils font un peu leur pub là-dessus en disant le zoo de Londres utilise nos néons, le zoo de Bristol aussi, on a une super truc. Et en fait, du coup, on en a acheté chez eux et ça marche bien. Hein, les animaux. Enfin, je veux dire, nos cycluras sont presque bleutés. Les iguanes, on a retapé des iguanes. Quand on a vu dans l'état dans lequel ils sont arrivés, parce que si c'est de la récup, je me doute bien qu'ils étaient dans des états... Ouais, c'était vraiment pas terrible. On a retapé des iguanes et alors l'indice UV qui est produit par ces néons-là est pas mal. Alors ça coûte son prix, mais c'est vraiment bien. Alors c'est des très grosses rampes. Nous, c'est des rampes qui ne sont fournies qu'en parc zoologique, puisque c'est vraiment du gros matériel. Et les radiants aussi, hein.
Alors pour info aussi, un truc que les gens imaginent peu, sous le radiant, la température est à plus de 55 degrés. D'accord, sous la partie chaude qu'il y a là-bas. Ouais. Et nos iguanes, ils y vont, hein. Ils adorent ça. UV, chaleur à fond. Ouais, ils ont vraiment une partie plus fraîche, une partie vraiment très très chaude. Ils ont des parties, donc cette partie-là est plus fraîche. Il fait la journée entre 23 et 24 degrés. C'est ouvert, hein, on est à ciel ouvert. Et une partie beaucoup plus chaude. Mais quand on dit plus chaude, c'est vraiment. Quand on prend le thermomètre au soleil dehors, même ici, même chez nous en France, au soleil, ça chauffe bien plus que 32 ou 33 degrés comme on imagine. Et à l'inverse, par contre, les nuits ou à certains moments de l'année, ça descend beaucoup plus. Alors voilà. Ouais, ils s'adaptent aux températures qu'ils ont besoin. Des fois, ils vont vouloir faire. Il faut toujours se dire que l'animal n'est pas fait pour vivre dans un endroit où il y a 12 heures de lumière tous les jours, alors sauf les animaux de l'équateur, hein, qui ont vraiment ces conditions-là, et la même saison toute l'année, tout le temps, les mêmes conditions, la même température. Le petit coup de froid de temps en temps, le petit coup de chaud de temps en temps. On met un peu plus d'eau à telle période, un peu moins à l'autre. On nourrit plus, on nourrit moins. Ça, en fonction de chaque animal, c'est des choses qui se réfléchissent et on se rend compte qu'en termes de reproduction notamment, on a en général c'est lié à ça, hein, parce qu'il faut qu'ils se cyclent. Et voilà, souvent, il faut aller un peu plus loin que les fiches d'élevage qu'on peut lire, un peu plus loin que la bestiole qui est là dans son terrarium. Il faut s'adapter. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a des conditions très très proches de celles qu'on retrouve dans la nature. On essaye. C'est vraiment impressionnant. Moi, je suis vraiment épaté. Malgré les planches au fond. Non, mais bon, il arrive un moment. Voilà, on essaye de leur proposer des choses assez naturelles, ouais, effectivement. Alors ici, nous sommes devant l'enclos des gaviales. Donc les gaviales du Gange. Hein, on a un groupe de 6 individus. C'est les seuls qu'on peut voir en France. Et c'est des animaux qui ont une vingtaine d'années maintenant. Donc voilà, des crocos qui sortent un peu du lot. Ils sont tous seuls dans leur famille, les gavialidés. Et ils sont caractérisés par ce museau extrêmement fin. Donc c'est un museau typique des crocos mangeurs de poissons. Hein. D'accord, en fait, ils mangent du poisson, ceux-là. Ouais, ils mangent exclusivement du poisson. Ils n'ont pas une gueule adaptée pour essayer d'attraper de la viande. C'est saisir de grosses proies. Voilà. Et je suppose qu'une morsure, ça doit bien faire mal quand même. Hein. Ça fait mal, c'est des petites aiguilles hein, qui coupent vraiment fort, mais c'est des animaux très timides qui ne s'attaquent pas du tout à l'homme. Ça peut être très gros. Hein. A priori, c'est vraiment un des plus gros crocodiliens avec des individus qui pourraient dépasser 7 mètres. Donc c'est vraiment des grosses bêtes, mais avec cette mâchoire et même leur caractère naturel, leur comportement, ils ne présentent aucun danger pour l'homme, danger mortel en tout cas. Oui, ça peut toujours faire mal. C'est sûr qu'une morsure sur une mauvaise manip peut faire des dégâts, mais dans la nature, ils sont totalement inoffensifs. Et on reconnaît hein, en fait, au niveau de la forme de la mâchoire, de l'implantation des dents, c'est presque semblable à ce qu'on voit chez les dauphins, plus que chez les autres crocos. Quoi, hein. C'est vraiment je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est fait pour harponner les poissons, ça fait des mouvements de tête de droite à gauche très rapides, et ça arrive à attraper les poissons qu'on leur donne. Donc de temps en temps, il y a des poissons dans le bassin qui disparaissent. Alors dans le bassin aussi, oui, mais c'est pas des grands chasseurs. Vous leur donnez des poissons morts peut-être comme ça. On leur donne des gardons et des truites comme ça qu'on complémente en vitamines. Et c'est vrai que dans la frénésie, au moment du nourrissage, ils arrivent à becqueter des poissons du bassin. Mais en temps normal, ils n'essayent pas de les chasser. Ouais, ils savent qu'ils sont nourris à côté. Ouais, en plus, donc pourquoi s'emmerder? C'est exactement comme ça que ça réfléchit. Alors ça, c'est toute leur structure. Donc il y a partie bassin en bas, partie bassin en hauteur avec un genre de fontaine d'eau là-bas. J'espère que vous allez bien voir. Il y a des gaviales de ce côté-là. Il y en a un apparemment très gros, une queue vers ici. Et le bassin continue sous nos pieds. Donc on se retrouve en fait au niveau d'un pont qu'on peut traverser. Et il y a le bassin aussi qui continue de l'autre côté avec des corps de fond, les plantes. Oui, au niveau des plantes, il y a
que des vraies plantes, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est que des vraies plantes. Il y a plus de 600 espèces de plantes ici et il n'y en a pas une seule qui est en plastique. Voilà, que des vraies plantes. C'est un parti pris. Des fois, ce serait beaucoup plus simple. Tu en plus, m'étonnes. il y a des endroits où il y a de la distance, donc on ne verrait même pas la différence. Oui, parce que maintenant, si on achète les bonnes plantes chez les... Voilà, il y en a, ils arrivent à créer des plantes artificielles qui en jureraient des vraies. Ici, on n'a que du vrai et ça fait partie aussi du charme de la ferme. C'est exactement ça, parce que moi, ça m'a impressionné quand je suis arrivé de voir qu'en fin de compte, c'est vraiment très proche de la nature. Mais vraiment ça, très proche. Même, on se rend compte que le public est assez sensible aux odeurs, à plein de choses. Oui. Il y a des passages quand on rentre, bon vous ne pouvez pas le sentir, mais il y a des moments quand on rentre à certains endroits, on sent des odeurs différentes. C'est les plantes, on a pas mal de plantes, on a du monoï, on a de l'ilang-ilang, donc des plantes qui sont utilisées en cosmétique, pour les parfums. D'accord. Là on a un frangipanier, donc un monoï juste là, avec sa petite fleur. Donc des fois il sent très fort. Des bananiers, j'ai vu des bananes. Entêtant, et il y a tout ce qui se mange, on a des bananes, on a du cacao, du café, de la vanille, des caramboles, des goyaves, Et ils ont des animaux carnivores. Ouais. On nourrit, il faut savoir que quand on taille les plantes dans la serre, donc c'est assez régulier parce que ça se développe très vite. On nourrit les tortues avec tout ce qui est grandes herbacées, tout ce qui est palmiers, bambous et autres. On nourrit les tortues géantes avec. Et même les fruits, quand on a des papayes par exemple, on nourrit nos poissons frugivores, nos oiseaux et nos tortues avec. D'accord. Ouais. C'est aussi l'intérêt d'avoir des vraies plantes. Alors là, nous avons fini la journée, on va bientôt rentrer là où je vis. Et je vous montre vite fait, donc si je ne me trompe pas, c'est des crocodiles de Chine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, moi oui énormément. Là ça y est, c'est le gros coup de barre, la fatigue, je suis resté toute la journée, plus la route, le trajet, bon. J'ai passé un week-end du feu de Dieu, j'ai rencontré plein de gens, j'ai été accueilli partout et ça m'a vraiment fait plaisir. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir la ferme aux crocodiles. C'est un endroit que je connaissais pas du tout. Et c'est magnifique, on se croirait pas du tout en France, on se croirait vraiment perdu en pleine nature.